bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Si vous trouvez que je parle trop, vous pouvez aussi m'envoyer un mail voilà, pour me dire calme-toi. Donc, dans cette partie que je vais toujours appeler construction du personnage, donc construction du personnage 3, nous allons revenir à ce qu'on appelle du travail de table. Donc, première vidéo, je vous avais demandé de faire un peu de travail de table. Deuxième vidéo, je vous avais dit, mettez-vous en mouvement, faites des improvisations, cherchez. Le but d'un acteur, c'est de chercher. Donc là, retour un peu à un travail de table. Mais quand même, voilà, ayez conscience que ce travail de table est efficace à 100%, seulement s'il y a un passage par l'action, par le ressenti. Un acteur, une actrice, un comédien, une comédienne, ce ne sont pas des intellectuels. Ce ne sont pas des gens qui sont bloqués dans leur cerveau. Ce sont des gens qui ressentent. Donc, une fois que vous aurez fait cet autre travail de table que je vous présente, il faudra le tester, le mettre en mouvement et ressentir. Et ensuite débriefer pour dire qu'est-ce que je garde pour mon personnage et qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce qui n'est pas intéressant pour mon personnage. Donc, dans cette séance, je vais vous présenter plusieurs choses au niveau du travail de table. Ce qu'il faut, donc il faut que vous ayez le texte, un crayon, un papier. Là, ce que je vais vous demander, pour le premier, c'est un exercice qui s'appelle « Qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» Voilà, tout est dit dans le titre de l'exercice, du travail de table. Donc, qu'est-ce que les autres pensent de moi? C'est-à-dire, pas de moi en tant qu'individu, mais de mon personnage. Alors, comment vous allez faire? Vous allez faire un tableau avec, d'un côté, le nom de tous les personnages sauf du vôtre, et dans la colonne d'à côté, mettre en fait ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Parce que qu'est-ce que c'est que la vie en société? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On se demande la plupart du temps ce que les autres pensent de nous. Et selon l'idée qu'on a de ce que les autres pensent de nous, ça influe beaucoup sur notre personnalité. C'est quand même une des grandes préoccupations humaines, c'est de se projeter dans l'autre. Alors forcément, cette projection est complètement subjective et ne reflète pas la réalité. Mais essayez de dresser une liste de ce que les autres, de ce que de ce que votre personnage pense, de ce que les autres pensent de lui. Cet exercice, donc que j'ai appelé « Qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» ça permet à votre personnage de se situer. C'est forcément, comme je l'ai dit, subjectif, car on ne sait jamais ce que les autres pensent de nous, mais ça permet à notre personnage, à votre personnage, d'évoluer dans la pièce, puisque c'est quand même la base des rapports sociaux. Quand deux personnes se rencontrent, ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose qu'on réagirait de la même manière si quelqu'un d'autre nous le disait. Pourquoi? Parce qu'on a des idées sur notre interlocuteur et on se fait des idées sur ce que notre interlocuteur pense de nous. Alors je vais vous présenter un exercice que vous pouvez faire afin d'approfondir aussi la connaissance de votre personnage. C'est un exercice de table, c'est-à-dire que c'est un exercice où vous n'avez pas besoin d'espace, ce n'est pas une mise en situation, ce n'est pas une improvisation. Vous avez besoin juste d'un papier, d'un crayon et peut-être du texte si vous trouvez ça judicieux.
L'exercice que je vais vous présenter, c'est la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari est un outil qui a été créé par des Américains et qui est très souvent utilisé dans les écoles de commerce. Mais nous pouvons aussi l'utiliser afin de développer notre personnage. La fenêtre de Johari permet en fait d'en savoir un peu plus sur notre rapport aux autres. Alors, elle sert dans les écoles de commerce pour la personne elle-même, c'est-à-dire quel est son rapport aux autres et comment le rendre plus efficace dans le but de travailler dans le commerce, mais nous pouvons l'utiliser pour le personnage et pour construire le personnage que l'on doit interpréter. Alors, ma figure va bientôt disparaître de l'écran afin que vous puissiez voir à quoi ressemble la fenêtre de Johari. Dans la fenêtre de Johari, il y a 4 zones. Il y a la zone ouverte, qu'on peut aussi appeler la zone publique, la zone cachée, la zone aveugle et la zone inconnue. La zone ouverte, c'est la zone où je peux marquer tout ce que les autres connaissent de moi et tout ce que moi, je connais de moi. Alors bien sûr, là, il faut l'adapter à votre personnage. La zone cachée, c'est la zone connue uniquement de moi et pas de la personne que j'ai en face. La zone aveugle est la zone qui est uniquement connue des autres, mais qui me concerne. Et la zone inconnue est la zone qui est ni connue de moi, ni des autres. Alors, pour vous donner un exemple, la zone ouverte. La zone ouverte, c'est les échanges que vous avez avec certains membres de votre famille, avec des collègues, avec des voisins, des collaborateurs, des clients. Les échanges se placent là, la plupart du temps, dans une zone publique. C'est-à-dire que moi, je parle de ce que je connais et de ce que les autres connaissent. C'est une zone où les échanges entre deux personnes sont, on va dire, ouverts. La zone cachée est beaucoup plus complexe. Dans cette zone-là, par exemple, c'est une conversation, toujours une conversation ouverte que vous pouvez avoir avec votre famille, vos collaborateurs, vos clients, vos voisins. Mais il y a des sujets qui vous touchent personnellement que vous gardez pour vous. Par exemple, certains états d'âme. Par exemple, votre vie de famille, ou votre vie de couple, ou vos peurs, ou vos ambitions. Dans cette zone cachée, c'est vous qui avez le contrôle. Vous pouvez, dans une conversation, prendre des sujets de votre zone cachée et les amener dans votre zone ouverte, c'est-à-dire vous ouvrir aux autres en disant « mais oui, mais en fait, là-dessus, je ne te l'ai jamais dit avant, j'ai un peu peur » et la conversation prend une autre direction. Dans une autre partie de la fenêtre, vous avez votre zone aveugle. La zone aveugle, en gros, c'est celle qui me concerne mais qui est connue uniquement des autres. Quand vous êtes en interaction avec des gens, il y a des choses que les gens savent de vous mais que vous ne savez pas. Par exemple, un truc complètement idiot mais qui arrive souvent et qui peut changer le rapport que vous avez aux autres et qui fait que la personne que vous avez en face de vous change complètement d'attitude, alors que vous ne comprenez pas pourquoi elle change d'attitude. Donc, cette zone aveugle, par exemple, c'est quand vous parlez, quand vous êtes au travail et que vous parlez avec quelqu'un et que vous avez du persil coincé dans les dents parce que vous avez mangé une salade à midi. Vous n'êtes pas au courant que vous avez du persil coincé entre les dents, sinon vous l'auriez enlevé. Vous n'êtes pas au courant que vous avez du persil entre les dents, mais votre interlocuteur, lui, le sait. Alors, ce persil que vous avez au coin des dents, soit votre interlocuteur vous dit « Hey, excuse-moi, mais je pense que tu as du persil coincé entre les dents » et vous l'enlevez, ou soit votre interlocuteur ne dit rien. Alors ça, c'est un exemple, bien sûr. Un exemple juste pour que vous ayez une image.
Mais dans la vraie vie, ça peut être des ragots, des choses qu'on raconte sur vous, des choses où vous n'êtes pas au courant de certaines choses qui sont dites sur vous, mais les gens, eux, savent, et donc forcément, ça influence, eux, ce qu'ils pensent de vous. Et après, vous avez la zone, on va dire, inconnue. Donc la zone inconnue, elle n'est ni connue de vous ou de votre personnage, puisque là, la fenêtre de Johari doit être utilisée pour construire votre personnage. Donc cette zone n'est connue ni de vous, ni des autres. Alors ça, c'est, on va dire, l'inconscient qui fonctionne. Alors cette partie-là, il est très difficile pour une personne de la remplir. Mais par exemple, cette zone inconnue, vous allez piocher dedans où vous sentez qu'elle refait surface quand vous êtes dans une conversation et que tout d'un coup, il y a un sujet qui paraît anodin, du moins qui paraît anodin pour la personne qui est en face de vous, et donc la personne aborde ce sujet, et tout d'un coup, vous vous sentez extrêmement mal à l'aise sans vraiment savoir pourquoi. Donc ça, c'est la fenêtre de Johari. Je vous invite à aller sur Google, si ça vous intéresse. Vous tapez fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, donc c'est J-O-H-A-R-I. Alors ça ne veut rien dire, ce sont des initiales des gens qui l'ont inventé. Vous allez sur Google et vous tapez fenêtre de Johari, J-O-H-A-R-I, pour voir à peu près à quoi ça ressemble, pour avoir d'autres exemples et pour savoir comment la remplir par rapport à votre personnage. Mais ça permet en fait d'avoir des directions, des idées, on va dire des idées, voilà, des idées principales, des mots-clés qui peuvent être associés à votre personnage si vous le remplissez, si vous remplissez la fenêtre de Johari en vous mettant à la place de votre personnage. Ainsi, vous avez une idée schématique de votre personnage avec une zone ouverte, une zone aveugle, une zone cachée et un inconscient, et voir à peu près ensuite comment votre personnage se situe dans la pièce et les réactions qu'il peut avoir à telle ou telle proposition des autres personnages. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Alors, en gros, pour vous finir sur l'anecdote de la fenêtre de Johari, entre la zone ouverte, la zone aveugle, la zone cachée et l'inconscient, pour les gens qui travaillent dans le commerce, le but, en fait, est d'ouvrir sa zone ouverte tout en écrasant sa zone cachée, sa zone aveugle et son inconscient. Donc, avoir plus de maîtrise sur soi, avoir plus de connaissances sur qui je suis, qu'est-ce que les autres pensent de moi, pour pouvoir être plus efficace dans un argument de vente. En gros, c'est plus se connaître. Alors ça, c'est le côté commercial. Mais nous, c'est vraiment histoire d'avoir un tableau, un schéma qui permet de pouvoir sortir des idées fortes, des concepts, des clés, des chemins, des routes sur qu'est-ce qu'est mon personnage et quel est son rapport aux autres et pourquoi il fait ça, ce qui permet vous, ensuite, sur scène, de pouvoir avoir un fil directeur à travers la pièce et si jamais là aussi vous perdez votre texte ou ou une autre personne sur scène, votre partenaire sur scène oublie une réplique et tout d'un coup c'est un peu le bazar dans votre tête, ça permet de rester sur son personnage. Ça permet de pouvoir être inventif, de pouvoir se sortir d'une situation où soit vous, soit votre partenaire a un trou ou quelque chose au niveau technique en régie se passe mal. Vous, ça vous permet de pouvoir garder votre personnage et conclure la scène sans faire d'erreur sur ce qu'est votre personnage. Nous voici donc arrivés au troisième exercice. Sur les 3 exercices
que je vous présente aujourd'hui, celui-là est le plus important, celui-là vous devez vraiment le faire. Une pièce de théâtre a une structure. Et à l'intérieur de cette pièce de théâtre, chaque scène a aussi une structure. Cette structure, vous devez la connaître. Vous devez connaître la structure de toutes les scènes dans lesquelles vous apparaissez. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est une manière de prévoir les choses qu'on n'aime pas au théâtre, c'est-à-dire les trous de mémoire, les moments de trac intense et les problèmes techniques. Si vous connaissez la structure de la scène, vous pouvez toujours vous en sortir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous baser sur votre texte pour vous sortir d'une situation inconnue ou impossible à prévoir sur scène. Donc, ce que je vous demande, alors ça, c'est un travail de table et vous pouvez le faire par visio en prenant du temps, en étant rigoureux. Vous pouvez le faire par visio avec vos partenaires dans une scène précise. Connaître la scène, connaître les mouvements, les idées, les moments où la scène bascule. Une scène, elle est d'abord tenue par quelqu'un qui arrive et qui fait une proposition. Puis cette proposition, elle est discutée et elle est réorientée par quelqu'un. En gros, ce que vous devez faire, c'est connaître les points de rupture. Et ça, c'est assez simple. Vous notez sur le texte. Vous notez, par exemple, quel mot ou quelle action fait changer la scène de direction. Exemple, 2 personnages sont sur la scène et discutent de choses anodines. Une troisième entre. Qu'est-ce que ça change pour eux ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour en revenir à la première vidéo que je vous avais faite, voilà, vous êtes dans un état précis quand vous rentrez sur scène. Quand vous sortez, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé et à quel moment ? Une scène, c'est une proposition de début et une proposition de fin. Qu'est-ce qui se passe au milieu ? Quels sont les éléments qui ont fait changer les personnages de direction ? Ces éléments, ça peut être du texte. Donc hop, vous notez sur le texte les moments de basculement de la scène, ou ça peut être aussi des changements qui sont apparus à cause d'une action physique. Et ça, vous le notez, parce que forcément l'action physique n'apparaît pas dans le texte. Il faut absolument que vous maîtrisiez l'architecture, la structure de la scène. En gros, c'est comme pour une impro, c'est-à-dire au lieu d'avoir un texte qui vous dit mon personnage il va du point A au point B, au lieu d'avoir un texte pour faire ça, vous connaissez le cheminement de votre personnage, les points de rencontre, les points d'éloignement, les idées qui se rejoignent et puis les changements d'idées, les changements de cap, tout ça, il faut que vous l'ayez en vous, que vous l'ayez intégré. Donc pour pouvoir l'intégrer, il faut prendre son texte, le lire, noter. À ce moment-là, il y a un changement. À ce moment-là, mon personnage change d'avis. À ce moment-là, mon personnage est conforté dans mon avis. Comme ça, vous pouvez jouer la scène si vous connaissez la structure, le canevas, sans avoir besoin du texte. Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce qui a été fait ? Que s'est-il passé sur scène pour que l'action change ? De cette manière-là, en oubliant le texte, en oubliant les mots qui sont écrits sur le papier, vous avez vos points de rupture, vous avez vos nouvelles perspectives, vous savez exactement ce qui va se passer sur scène, ce qui permet, si jamais vous oubliez le texte, de ne pas perdre la direction de la scène et de ne pas perdre l'action de la pièce. Exemple, au début de la scène, il se passe ça, ça et ça. Il y a ça et ça qui est
qui est un enjeu entre deux personnages. Un troisième personnage entre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la scène change de direction? Et qu'est-ce qui se passe entre deux personnages en début de dialogue et en fin de dialogue? Tout ça, vous le notez. Tout ça, c'est important de savoir exactement ce qui se passe dans chaque scène. Entre vous, vous relisez les scènes qui vous concernent, et vous soulignez si jamais c'est dans les mots, ou vous notez dans le texte si jamais c'est plutôt du visuel et du physique, vous notez les courants, les jonctions, les moments où les personnages se rejoignent, les moments où les personnages se séparent, les mouvements des personnages et le mouvement général de la scène. Ainsi, vous avez l'architecture de la scène et ceci peut vous sauver si jamais vous avez un trou, si jamais votre partenaire a un trou, si jamais ça se passe mal en technique. Ça vous permet de mener la scène à bien et de ne pas oublier les moments forts, les moments clés de la scène et pour pouvoir ensuite enchaîner sur une autre scène. En résumé, en conclusion de cette troisième vidéo, ce que je vous propose, ce sont 3 exercices de travail de table. Le dernier étant, à mon avis, le plus important. Le deuxième a l'air très compliqué, mais en fait ne l'est pas. Donc, pour résumer, ce que les autres pensent de mon personnage. Vous faites une liste avec tous les personnages de la pièce. Vous vous mettez à la place, vous, de votre personnage et vous vous demandez ce que ces autres personnes pensent de vous. Ça, c'est le premier exercice. La fenêtre de Johari, donc qui sert à plus ou moins répondre à la question de quel est le rapport de votre personnage aux autres avec les différentes zones. Là aussi, vous pouvez le faire, vous remplissez. Ça permet de connaître votre personnage. Et le troisième exercice, qui est à mon avis le plus important. L'idée maîtresse de ce troisième exercice, c'est votre scène, vous avez l'habitude de la voir avec des noms et des mots. C'est-à-dire, voilà, votre scène, c'est un dialogue. C'est très bien. Apprenez votre texte. Mais connaissez aussi la structure des scènes dans lesquelles vous apparaissez. Comme ça, si à un moment donné, vous perdez votre texte, si à un moment donné, votre partenaire perd son texte, si à un moment donné, il y a un problème à la régie, vous pouvez toujours vous en sortir. Ce troisième exercice ressemble beaucoup à ce que faisaient les Italiens avec la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, il n'y avait pas de texte écrit. Il y avait un canevas avec écrit, alors bien sûr, le caractère des personnages, mais pour les canevas, pour les scènes, il y avait écrit au début, la situation c'est ça, à la fin, la situation c'est ça, et au milieu, à quel moment les choses basculent, à quel moment l'histoire avance. Voilà les 3 exercices que je vous propose, enfin que je vous ai proposés dans cette vidéo aujourd'hui. Prochaine vidéo, on sera un peu plus centré sur certains points spécifiques de la pièce qui nous intéresse cette année. D'ici là, portez-vous bien.